Tous les 14 juillet, lors du défilé sur les Champs-Élysées, c'est une tradition, la Légion étrangère ferme la marche au rythme très lent de 88 pas par minute. Pour le folklore, certains arborent la hache, qui servait autrefois à détruire les fortifications ennemies. Le tablier de cuir les protégeait des éclats. Les légionnaires ouvraient la voie, toujours en première ligne. Leur taux de perte était énorme. La Légion, les Français adorent. Chaque année, les képis blancs sont les plus applaudis de tout le défilé. Moi, je trouve très élégant. L'élégance, ouais, l'uniforme, ouais, c'est assez mythique aussi. Quand on parle de quelque chose qui va se passer, tiens, il va risque d'avoir une guerre, risque d'avoir des mouvements, en premier, qu'est-ce qu'on envoie? On envoie la Légion étrangère. C'est les premiers au casse-pipe, hein. Chaque fois qu'il y a des amours au casse-pipe, c'est eux qui vont, hein. Il n'y a pas de tortille. La Légion est un corps d'élite, respecté sur les champs de bataille du monde entier. Mais cette unité a aussi ses zones d'ombre. Enquête sur le revers de la médaille, la face cachée de la Légion étrangère. On y va, on y va, on y va, on y va, on y va. Putain, on peut pas attendre là. Tu fais ça. Allez, allez. Aubagne, près de Marseille, le quartier général de la Légion étrangère. Chaque année, environ 10 000 candidats frappent à la porte des bureaux de recrutement. Seulement 1000, 1 sur 10, seront engagés par la Légion. Les futurs recrues viennent du monde entier. 146 nationalités qui se battent pour la France. Ce système est unique au monde. Vous avez quel âge? 20 ans. Et vous venez d'où? Madagascar. Chine. I'm from Germany. Et Portugal. Horst est un jeune chef d'entreprise allemand. À 29 ans, il est criblé de dettes et sa femme l'a quitté. La Légion, c'est la meilleure famille qu'on puisse trouver après un coup dur, ou quand on a perdu sa propre famille. Li et Wei, eux, veulent s'enrôler pour la solde. 1 200 € net mensuels pour des Chinois, un salaire de rêve. Et il faut combien de temps pour gagner ça en Chine? Ça, on demande. Le recrutement commence. Bonjour. Pièce d'identité. Touch. Speak French, non? Non. Non? Ok. Bag. Horst l'Allemand doit vider son sac. Tous ses vêtements civils lui sont confisqués, ainsi que son passeport et tous ses papiers personnels. Le sous-officier recruteur va aussi lui attribuer une nouvelle identité. C'est obligatoire. Comme Citon. Dans ce classeur, un répertoire de noms et prénoms, répertoriés par nationalité. Le sous-officier recruteur choisit une combinaison au hasard. Là, je vais trouver un nom d'empreinte que, bon, correspond à peu près par rapport à sa nationalité. Comme c'est un gars qui est allemand, bon, comme nom de famille, bon, je vais donner Kruger. Et prénom, bon, Franz. Je suis vraiment surpris. Je ne savais pas qu'il fallait que je change de nom. Je crois qu'il va falloir que je m'y fasse. Non, l'Iran. Là, ok. Là, tu n'aimes. Non. Kruger, France. Ok. Allez, hop, c'est parti. En 15 minutes, le civil Horst a laissé son passé derrière lui. La vie du légionnaire Franz peut commencer. La Légion fournit un faux état civil à tous ses soldats. Nouvelle date de naissance, et pour les 20% de Français qui s'engagent, nouvelle nationalité. Ils deviennent belges ou canadiens. Ce système de faux noms s'appelle l'identité déclarée. Un système que la Légion utilise depuis sa création en 1831. À l'époque, le roi Louis-Philippe a besoin de troupes supplémentaires rapidement pour faire la guerre en Algérie. Et voici la Légion étrangère. Le faux nom permet à l'armée de recruter des hommes venus de partout, sans leur demander de justifier de leur passé.
Certains engagés profiteront de ce système pour échapper à la justice de leur pays. La Wehrmacht tombait en morceaux. 1945, la chute de l'Allemagne nazie. 35 000 anciens de la Wehrmacht ou de la Waffen-SS se sont recyclés dans la Légion étrangère. Ces Allemands combattent aux côtés des Français en Indochine, puis en Algérie. Au temps du service militaire obligatoire, exposer un légionnaire, c'était préserver la vie d'un soldat français du contingent. Quelques faits d'armes ont marqué les mémoires. En 1978, la Légion saute sur Kolwezi, ville du Zaïre occupée par des rebelles, pour sauver civils et ressortissants étrangers. En 180 ans de bataille, plus de 35 000 légionnaires sont morts pour la France. Aujourd'hui, la Légion est présente en Afghanistan, en Côte d'Ivoire ou en Guyane. Ces 7 500 soldats représentent 5% des effectifs de l'armée de terre. Légionnaires! Volontaires, servant la France avec honneur et fidélité au combat! Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes! Nous sommes près de Castelnaudary, à 60 km de Toulouse. La Légion dispose de 4 fermes isolées comme celle-ci, où elle entraîne ses nouvelles recrues. Entraînement repos. Ceux-là viennent juste d'arriver de Colombie, de Madagascar ou de Chine. À la ferme, la première étape de la formation, c'est l'apprentissage du français. Encore. C'est la veste des survêtements. Engagé monté en case. Qu'est-ce que c'est? C'est la veste des sous-vêtements. Répète. C'est la veste des sous-vêtements. C'est le champ des sports. Alors ces légionnaires sont là depuis maintenant 8 jours. Ils ont 8 jours de service. Ils en sont au cours de français numéro 6. À vous. C'est le t-shirt de sport. Environ 400 mots sont nécessaires pour qu'ils comprennent correctement les ordres. Voilà. C'est ce qui est employé usuellement. Mais à la ferme, on apprend d'abord aux nouvelles recrues à être des combattants rustiques et tout-terrain, ce qu'on appelle ici des chats maigres. Température extrême, manque de sommeil, milieu hostile, ils doivent faire preuve d'une endurance à toute épreuve. C'est debout, debout, debout tout le monde, debout, debout, debout. Viens ici, rapide. Plus vite. Vas-y, tape comme il faut, lève la tête. Allez, on balance, on se fait dessous. Plus vite. On y va. Putain, on peut pas attendre, la pousse le cul là. Hey, c'est quoi ce bordel là? On dirait la femme qui fait ça. Allez, on y va. En 4 mois d'instruction intensive, les légionnaires apprennent les rudiments du combat d'infanterie. Place ici, d'accord? Mission, on t'appuie décrochage de 300. 18h30, l'heure de la gamelle, en silence. Vous n'avez pas le droit de parler pendant le repas? Pas pour l'instant. Pour l'instant, non. Hein. Après, oui. Pour l'instant, il faut apprendre les règles de vie en collectivité. Quelle nationalité tu es? United States, mon colonel. Vous êtes au repos. Tu dois parler comment ici? Français, mon capitaine. Pourquoi parler français? Pourquoi? Parce que c'est la Légion étrangère. Et la Légion étrangère, elle sert quel pays? La France. La France, c'est bien. Ces jeunes hommes qui ont tourné le dos à leur pays et abandonné leur identité doivent très vite se couler dans le moule. Il y a encore 3 semaines, ils ne parlaient pas un mot de français. Ils ont tous signé pour 5 ans de ce régime spartiate. Entrer en Légion, c'est un peu comme entrer en religion. Un sacerdoce, avec ses règles, ses rites et ses interdits. Interdit par exemple d'enlever son uniforme à l'extérieur de la caserne, même après le service. Cette règle stricte, le caporal Vincent Neya ne la supporte plus. Alors quand il sort en ville, le légionnaire a sa combine. Mais c'est pas par là la sortie? Non.
Qu'est-ce que vous allez faire là? Il faut que je me change rapidement. Vincent Neya s'engouffre dans un parking, à l'abri des regards. Donc dans ce parking, il fait très sombre. On peut enlever le haut de l'habit, donc de la tenue, comme ça on n'est pas visible. Toujours aussi, on prend la précaution de se déshabiller à l'intérieur parce que le parking est privatif. Donc autrement, on peut être balancé. Le caporal est parano, car certains légionnaires ont été dénoncés à la Légion par des habitants de l'immeuble. S'habiller en civil, ce n'est pas la seule interdiction violée par Vincent Neya. Encore plus fort, il s'est acheté une voiture, en cachette. C'est interdit par la Légion et j'ai moins de 5 ans. Donc si j'ai moins de 5 ans, je n'ai pas le droit d'avoir une voiture. Donc je n'ai pas le droit de conduire non plus. Pour remplacer son permis de conduire confisqué lors de son recrutement, Vincent Neya en a demandé un duplicata à la préfecture. Il est donc parfaitement en règle avec la loi française, mais en tort aux yeux de la Légion étrangère. S'il se fait prendre, il sera sanctionné. Si on m'arrête aujourd'hui, je dois aller en tôle, donc je vais au trou. Là, je vais au trou pour 2 motifs là. Primo, parce que je ne suis pas en tenue réglementaire, donc ça me fera 10 jours de trou. Secondo, j'ai une voiture, ça me fera également 10 jours de trou. Et tertio, j'ai enfreint sciemment à une règle ou un ordre militaire. Vincent Neya vit ses derniers jours de légionnaire. C'est pour cela qu'il a accepté de nous montrer ses galères quotidiennes. Il me reste 2 jours et je n'ai vraiment plus rien à foutre. Donc sincèrement, je suis lassé de tout. Le caporal se méfie. La PM, la police militaire, patrouille dans toute la ville, à la recherche des légionnaires qui enfreignent le règlement. Ce jour-là, Vincent Neya se rend dans une cité de la banlieue de Nîmes. Il a rendez-vous chez son ami Moussa, un autre légionnaire du 2e régiment étranger d'infanterie. Le caporal Moussa Traoré est sénégalais. Il a 29 ans et il achève son contrat de 5 ans à la Légion. Salut grand. Ça va, voilà. Tranquillou? Quoi de neuf? Putain, j'ai failli encore retourner en tôle là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est n'importe quoi, hein. Tu sais, je me suis pris encore la tête avec l'adjudant là. Moussa aussi est en infraction avec le règlement de la Légion. Car cet appartement, il n'avait pas le droit de l'acheter avant d'avoir effectué ses 5 ans de service. Et là, je viens le week-end. J'ai pas pu finir d'aménager. Bon, c'est un peu le bordel. Moussa Traoré a acheté cet appartement pour préparer son retour à la vie civile. Si l'armée le découvre, il risque gros. Si la Légion découvre qu'il est ici, donc on viendra le chercher, donc le menotter, le renvoyer au quartier. Vous n'avez pas le droit d'être chez vous, c'est ça? Ouais. J'ai pas le droit d'être chez moi. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent que je sois. À la Légion, certains achats sont permis, mais soumis à autorisation, comme les ordinateurs portables par exemple. Vincent Neya a dû faire une demande à la police militaire surnommée la Gestapo par les légionnaires. L'autorisation délivrée est extrêmement précise. On a le type de matériel, on a le numéro de série, caractéristique de l'ordinateur portable, la marque, le prix. Cette bureaucratie tatillonne, Vincent et Moussa ne l'imaginaient pas le jour où ils se sont engagés. Mais ça, c'est des choses non plus qu'on ne nous dit pas à l'engagement, quoi. Non, c'est des choses qu'on découvre sur le terrain. Parce que quand on engage, on signe des papiers, mais on nous dit de signer des papiers qu'on ne voit même pas, qu'on n'a pas le droit de lire non plus. En fait, ils veulent qu'on soit en permanence assisté pour qu'arriver à terme de notre contrat, qu'on n'ait rien du tout, qu'on soit obligé de rengager. Voilà. Moi, j'ai vu des gens qui ont 15 ans de service, qui n'ont rien, qui sont sortis comme des clochards. À Nîmes, pas facile de contourner la loi de la Légion. Certains commerçants ont intégré les interdits de l'armée. Moussa Traoré va nous le démontrer. Direction une agence immobilière. Au regard de la loi française, théoriquement, rien n'interdit à un légionnaire de louer un appartement. Et pourtant... Bonjour madame. Je voulais un appartement en location. Oui. Voilà, moi je suis légionnaire et ma copine va venir ici d'ici peu, quoi. Je cherche un appartement, quoi. D'accord. Est-ce que vous avez plus de 5 ans d'année? Non, j'ai 4 ans et demi. À la Légion, si vous n'avez pas plus de 5 ans d'année, je n'ai pas le droit de prendre un appartement, vous n'avez pas le droit de prendre un appartement. Je vous explique parce que j'ai eu un souvenir qui s'est passé de la Légion. Vous avez eu quoi?
Qu'est-ce qui s'est mal passé? Quelqu'un qui avait 3 ans de Légion. Oui. Légion, je parle de Légion. Légion, oui, tout à fait. Et puis nous, on appelle pour savoir si les gens travaillent, on fait des enquêtes. Hein. Ouais. Des enquêtes. Ah, vous avez appelé la Légion? On a appelé la Légion. 2 mois qui se sont déplacés ici, quand on les a laissés seuls. C'était il y a quelques mois, et pour ce légionnaire, la sanction est tombée, très lourde. Et puis il a dit, en partant, de toute façon, tu feras tes 40 jours, ça peut se passer comme ça pour toi. Le truc, vous êtes malade. Moi, j'en ai mal vécu, ma famille aussi. Voilà. C'est pour pas vous faire vivre une mauvaise situation et les 40 jours de tôle. Ouais. Vous avez été surpris et choqués, mais il y a plein de trucs qu'on sait aussi avec la Légion. Ouais, c'est tout à fait, c'est bien clair. Voilà. Et soyez vigilants, il y a pas mal d'agents sur nous qui sont au courant. Donc faites attention. Au revoir. Autre exemple, le crédit. Certains commerçants les refusent aux légionnaires. Nous nous rendons dans une grande enseigne d'ameublement. Le caporal Moussa Traoré veut s'acheter un canapé pour son nouvel appartement. Pas que ça dépasse beaucoup. Ouais. Ça, c'est parfait là-bas, pour la base. Le canapé coûte 1 599 €. Bonjour madame. Je voulais une carte pour pouvoir financer en plusieurs fois. Je suis légionnaire, je suis militaire à la Légion étrangère. On ne pourra pas faire de dossier pour l'instant. Pour la Légion, déjà, il nous faut un papier spécial. Ce que je vous appelle un certificat de présence au port. Détaillé pour le magasin auquel vous allez acheter, la maison de crédit pour laquelle vous allez faire le financement, les mensualités que vous allez faire, les mensualités et l'achat que vous allez effectuer. Madame, je ne comprends pas. Qui vous a dit pour les légionnaires, c'est particulier? C'est notre maison de crédit pour la Légion. Pour la Légion. Et si c'est un militaire normal? Militaire normal, non. Et vous avez reçu des consignes de la Légion? On a reçu des consignes de la Légion. Voilà, c'est la Légion, oui. Il y a un contrat entre la Légion et où ils demandent qu'on fournisse ce papier-là. D'accord. Voilà. Ok. Donc, je sais que vous êtes probablement, vous êtes mis dans la Légion et puis il ne faut pas déborder. Ouais, mais... Voilà, donc désolé. Bonne journée. Merci à vous. Mais quand je serai riche, je viendrai acheter cash des canapés qui coûtent 1 700 €. Le contrôle de la Légion sur ses soldats est quasiment absolu. Pour preuve, ce document interne que nous nous sommes procuré, cette fiche de renseignement, accuse un légionnaire d'avoir contracté un crédit pour s'acheter une voiture. Il a été constaté, est-il écrit, que le caporal-chef avait emprunté de l'argent à la société de crédit sans autorisation. Le soldat a été condamné à rembourser le crédit, mais cette note confidentielle est aussi un incroyable aveu. Il est écrit noir sur blanc que la faute du légionnaire a été découverte après ouverture de son courrier, lors du contrôle sécurité du courrier personnel de la troupe. Or, théoriquement, l'ouverture du courrier est totalement illégale, même dans l'armée. C'est un délit passible d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende. Mais le meilleur outil de contrôle de la Légion sur ses soldats, c'est l'identité déclarée. Ce faux nom attribué aux légionnaires lors de leur recrutement. Ce changement d'identité peut avoir des conséquences inattendues dans tous les domaines de la vie quotidienne. Fabien Salcedo, un Bordelais de 26 ans, en a fait l'amère expérience. La Légion lui a ouvert un compte bancaire sous son faux nom de légionnaire, Stéphane Salter. Comme pour tous les engagés, ce compte, destiné à recevoir sa solde, a été ouvert à la Poste de Marseille. J'ai jamais demandé à avoir comme banque la Poste. On me l'a imposé. Vous signez des papiers, les yeux fermés. Et si vous commencez à lire un petit peu, on vous dit qu'est-ce que tu fais là? Ne regarde pas, signe, fais ce qu'on te dit, puis c'est tout quoi. Il y a 1 an, Fabien Salcedo a déserté la Légion. En temps de paix, c'est un délit mineur. Condamné à un simple rappel à la loi, il veut tourner la page et il appelle la banque postale pour retirer l'argent de sa solde, amassé pendant ses 18 mois de service. Mais la surprise, son compte est bloqué. Fabien Salcedo est inconnu à la banque postale puisque le titulaire du compte est Stéphane Salter, son nom d'emprunt. La situation devient inextricable. Quand je vais les voir au guichet directement, on me dit qu'on ne peut rien faire. On me dit que mon compte est à 0, qu'il a été transféré sur notre compte. Après, on me dit, c'est flou, on me dit en même temps qu'il a été transféré sur notre compte, en même temps, on est en mesure de me dire qu'il me reste 6 000 € sur mon compte. Pour tenter de récupérer ces 6 000 €, Fabien Salcedo se rend au bureau de la Banque postale de Marseille, où a été ouvert son compte. Il n'est pas le seul légionnaire à avoir fait le déplacement. Fabien Salcedo
a décroché un rendez-vous avec cet homme au cartable noir. C'est un conseiller financier de la Banque Postale qui travaille au sein d'une cellule Légion unique en France. Bonjour, ça te fait ? Stéphane ? Oui. Vous pouvez me donner les documents que vous avez... Ici, là ? Non, mais le bureau va se libérer, mais au moins on va gagner un peu de temps. Pour la première fois depuis plus d'1 an, le légionnaire a l'impression d'avoir un interlocuteur qui peut l'aider. Ça a été assez dur, puisque durant 1 an, j'ai tenté par tous les moyens de récupérer mon argent, qui est sur ce compte-ci. Après étude du dossier, le conseiller de la Poste considère qu'il ne peut rien faire. Pour moi, Salter Stéphane, oui. C'est militaire. Oui. À aucun moment, là, on vous dit que monsieur Salter Stéphane, militaire, récupère son identité civile. Non. Mais non, mais je l'ai récupéré, mon identité civile. J'ai plus rien à voir avec la Légion. La Légion, c'est du passé. Elle ne m'a pas... Le compte a été ouvert par la Légion. Oui. Les légionnaires, c'est ouvert par la Légion. Tout à fait. Ça appartient aux légionnaires, mais pas aux civils. Il y a un pont entre le civil et le militaire. Et ce pont-là, aujourd'hui, vous ne l'avez pas. En d'autres termes, le civil Fabien doit pouvoir prouver qu'il est bien la même personne que le légionnaire Stéphane, titulaire du compte. Mais comme il a déserté, cette preuve n'existe pas. Et sans preuve, pas d'argent. Je voudrais savoir qui est-ce qui bloque le compte. Est-ce que c'est la Poste ou est-ce que c'est la Légion? Quand par exemple, moi j'ai déjà... C'est la Légion. C'est la Légion qui donne l'instruction. C'est la Légion qui donne l'instruction d'ouverture et de fermeture. Les légionnaires qui désertent définitivement, qui sont Ruskov, brésiliens, machin, qui se cassent et qui laissent leur pognon aussi, ils ont quoi l'argent? Il est abandonné. Au bout de 10 ans, il tombe sous l'État. C'est l'État qui récupère. D'accord. 10 ans. Et donc ça veut dire que le mec, il a bossé avant de déserter, il a bossé. C'est le légionnaire qui a bossé, pas le civil. Et il récupère pas son pognon. Le légionnaire, pas le civil. D'accord. Et c'est la même personne. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est un peu bizarre comme système, non? Écoutez, si vous rentrez dans le détail de la Légion, de A à Z, c'est bizarre. Ce sont des niches qui se sont aménagées pour leur mode de fonctionnement. Parce que c'est chapeauté par le gouvernement. Et ça, là, vous êtes sur une ligne. Est-ce que c'est vraiment légal? C'est dans la ligne de la légalité. Finalement, le conseiller de la Banque Postale a fait une fleur à Fabien Salcedo. Il lui a débloqué son argent. 1 an d'effort pour récupérer ses 6 000 €. Nous avons demandé une interview à la Banque Postale sur la gestion des comptes des légionnaires. Interview refusée. Mais nous avons joint un directeur de la banque. Allô? Oui, monsieur Rodriguez, je voudrais simplement savoir si, à votre connaissance, il y a une cellule Légion, et si oui, comment elle fonctionne. La cellule légionnaire, il n'y a pas de cellule légionnaire chez nous, quoi. Donc je voulais savoir un petit peu plus ce que vous voulez. Quand le légionnaire veut s'en aller de la Légion, souvent son compte reste sous sa fausse identité et il a souvent le plus grand mal. Alors ça, faut le trouver en revanche. Donc il n'y a aucune convention qui lie la Légion à la Poste? Non, pas à ma connaissance en tout cas. D'accord. Pourtant, cette convention existe. Nous nous la sommes procurée. Elle a été signée par le numéro 2 de la Légion et par un directeur marketing de la Poste. Au-delà des questions d'argent, le faux nom des légionnaires leur pose tout un tas de problèmes. Sans identité, il leur est impossible de passer un contrat, de souscrire un abonnement ou de traverser une frontière, ni même de se marier ou de reconnaître leurs enfants. Les jeunes recrues n'ont plus d'existence juridique. La carte d'identité militaire, seul document officiel en leur possession, est non valable pour toute démarche administrative, comme le précise le coup de tampon rouge. Toutes ces irrégularités ont fini par attirer l'attention des politiques. Un rapport parlementaire a été rendu public en février 2010 et il est plutôt sévère. On y parle de légionnaires sans droit et d'un contrôle exorbitant sur les flux financiers et la vie personnelle. Ce rapport a été rédigé par Marie-Lise Lebranchu, députée socialiste et surtout ancienne ministre de la Justice. On ne peut pas édicter des règles de droit dans un pays et apprendre que ceux qui vont peut-être donner leur vie pour la France ne sont pas totalement protégés en droit. Dans son rapport, l'ancienne garde des Sceaux pointe clairement les dysfonctionnements de la Légion étrangère, notamment la convention signée avec la Banque Postale. Pour Marie-Lise Lebranchu, cette convention est tout simplement illégale. On est dans des systèmes qui n'existent nulle part, qui sont totalement hors sol et hors la loi. Donc la Poste, dans sa convention, ne peut pas perdurer dans cette attitude. On n'est plus dans une décision de droit sur le compte bancaire. On est dans une décision de fait. Si tu désertes
et que tu ne reviens pas, tu perds ta solde. Tu perds tes économies. Ça, c'est pas la loi. Nous avons demandé au patron de tous les légionnaires, le général Alain Bouquin, ce qu'il pensait d'une telle mise en cause. Nommé en juillet 2010, le général Bouquin admet que la gestion des comptes des légionnaires pose problème. C'est un des points sur lesquels j'ai vraiment l'intention de faire évoluer les choses. On est dans un dispositif qui est, encore une fois, anachronique, improductif et probablement fort peu légal. Pour Marie-Lise Lebranchu, les réformes ne doivent pas s'arrêter là. C'est tout le système des faux noms, la fameuse identité déclarée des légionnaires, qui doit être abandonnée. Oui, la Légion est hors la loi, d'ailleurs. Vous prenez simplement l'identité déclarée. Cette carte d'identité déclarée fait en fait qu'en France, déambulent dans notre pays des soldats qui ne sont en aucun cas considérés comme des citoyens. Sur ce point aussi, le général Bouquin promet une réforme. La fin de la fausse identité obligatoire, une véritable petite révolution à la Légion. Quand ni l'institution, ni le candidat à l'engagement n'ont besoin de l'identité déclarée, pourquoi la leur imposer? Donc nous avons l'intention de faire évoluer cette règle et très rapidement d'offrir la possibilité d'un engagement directement sous identité véritable à ceux de nos candidats pour lesquels ça ne posera pas de difficulté. Mais certains engagés dénoncent une autre pratique de la Légion, le recours à la prison, le trou, la tôle. Officiellement, c'est interdit depuis 2005, sauf en cas de comportement dangereux et uniquement sur avis médical. Moussa, le légionnaire sénégalais qui a acheté son appartement en cachette à Nîmes, affirme avoir passé 20 jours dans la prison de son régiment, un bâtiment que les légionnaires surnomment le château. Et là, c'est les cellules. Là, c'est les cellules d'isolation. C'est une toute petite pièce, on enferme les gens. Une salle commune fermée à clé. Des rangées de cellules individuelles pour les plus récalcitrants, le tout desservi par une cour de promenade grillagée. Moussa a pris ses photos en août 2008 pour témoigner de ces pratiques illégales. Et ici, il y a un collègue qui s'est échappé ici. Et donc, ils ont rebouché le trou. Ici, on le voit sous les grillages de la cour. Et après, quand il y a des autorités qui viennent voir, ils disent que la tôle n'existe pas. Moussa nous a indiqué l'emplacement de la prison du 2e régiment étranger. Au-dessus du slogan « Legio Patria Nostra », ces barbelés sont ceux de la cour grillagée. Il n'y en a qu'à cet endroit précis du mur d'enceinte. Nous avons voulu poser la question de l'enfermement des légionnaires au responsable du 2e régiment étranger. Le responsable de la communication de la Légion étrangère, avec son képi noir, ne nous quitte pas d'une semelle. Dans le couloir, nous interrogeons un caporal. C'est quoi les punitions ici? Les punitions, j'ai pas une bonne idée. C'est comme... Vous avez jamais été puni? Moi, personnellement? Oui. Ouais, de temps en temps. Alors comment on vous punit ici? C'est des questions un tout petit peu... Embarras visible du légionnaire, nous allons alors poser la question à son supérieur, le capitaine, qui commande la compagnie. On n'enferme pas la Légion aujourd'hui? Non, on n'enferme pas les légionnaires. Voilà. Il n'y a pas de privation de liberté des gens. Quand on est devant la caserne, il y a des barbelés à droite au-dessus du mur. C'est quoi? Alors, c'est où? C'est à l'annexe? Là. Je pense même qu'on peut les voir de là. Je pense, vous savez que toutes les zones militaires sont des zones classifiées. C'est peut-être une zone à partir de laquelle, depuis l'extérieur, qui faciliterait l'intrusion dans le quartier, donc sur laquelle ils ont mis des barbelés. D'accord, donc c'est pas une zone de détention, quoi. Non, c'est pas une zone de détention. Je vous remercie, mon capitaine, pour votre disponibilité. Le général Bouquin, le grand patron de la Légion, affirme lui aussi que les prisons n'existent plus dans les casernes. L'enfermement n'est plus pratiqué à la Légion étrangère. On a des témoignages et des preuves matérielles qui nous soutiennent le contraire. Donc là, il y a un vrai problème. Il n'y a plus d'enfermement à la Légion étrangère. Est-ce qu'il est possible qu'il le soit sans que vous soyez au courant? Ça m'étonnerait. Et si jamais ça arrivait, sans que je sois au courant, je finirais par être au courant et je finirais par m'occuper des cas des gens qui ne respectent pas les règles du jeu. À Paris,
L'ADEF-Dromil, l'association de défense des droits des militaires, recueille les témoignages de soldats dénonçant les abus au sein de l'armée. Elle est dirigée par Jacques Bessy, ancien colonel du GIGN, et par Michel Bavoil, un capitaine d'infanterie de marine à la retraite. Adhérer à l'ADEF-Dromil expose les militaires à de lourdes sanctions. Pourtant, l'association reçoit de plus en plus de dossiers de légionnaires victimes de brimades. En mars 2009, l'ADEF-Dromil a mis la main sur une série de clichés datant du mois d'août 2005. Sur ces photos, prises par un légionnaire, on voit de jeunes soldats fraîchement recrutés se faire humilier par des sous-officiers instructeurs. Vous avez le gradé avec une bière à la main et un bâton. Le gourdin, moi j'ai l'impression que ce gradé emmène un troupeau. Ah, il est en train de surveiller un troupeau, là. Pour Michel Bavoil, ce dressage n'a rien à voir avec un entraînement militaire digne de ce nom. Ces positions sont humiliantes. Moi, elles me rappellent, lorsque je regarde ça, les récentes photos que l'on a vues des Américains dans la prison d'Abu Ghraib, en Irak. Et pourtant, ces photos n'ont pas été prises en Irak, mais à Castelnaudary, dans l'une des fermes où nous avions filmé la formation des nouvelles recrues. Nous en avions profité pour évoquer les brimades. Alors là, on voit les postes de combat qu'ils ont installés. Donc là, nous voyons les postes de surveillance. Première approche du côté des bidasses. On vous traite bien ici? Oui, c'est bon, on manque de rien, c'est bon. Ouais. On mange bien, c'est bon. On dort bien, c'est bon. On a ce qu'il faut. Pas de brimade? Non. Ça va, c'est bien. Ok, c'est bon. Deuxième tentative avec le capitaine responsable de la compagnie. J'aimerais que vous regardiez ces photos et que vous me les commentiez, s'il vous plaît. Et que vous me disiez, vous, ce que ça vous inspire. Bon, ces photos, ce n'est pas la première fois que je les vois. Alors, le contexte exact dans lequel elles ont été prises, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est clair. Mais une chose qui est sûre, c'est que tous ces légionnaires, je sais qu'ils ont été interrogés, un par un, les 300, quel que soit l'endroit où ils étaient dans le monde, ils ont été interrogés pour savoir si ce jour-là, ils ont été brimés. Il n'y en a pas un qui a dit qu'il était brimé, à ma connaissance. Est-ce que mettre des gens en slip et les entasser le long d'un mur, est-ce que ça peut correspondre à un exercice? Alors, des entraînements, j'en ai même connu des plus durs, dans des situations différentes. Mais au vu des photos, je me dis simplement, soit c'était une séance qui avait un but pédagogique, qui était montée avec une fiche de séance, etc., soit à ce moment-là, il n'y avait pas tout ça, et c'était peut-être une connerie. C'est que des légionnaires en slip surveillés par un gars avec un gourdin, j'ai pas l'impression que ça soit vraiment un exercice militaire. Pour ce que j'en sais, il s'agissait d'une instruction, une instruction qui devait rester théorique sur les droits et devoirs du combattant une fois qu'il est prisonnier et qui n'aurait pas dû faire l'objet d'une mise en pleine application pratique. Mais en aucun cas il s'agit plus d'une maladresse que de la mise en œuvre d'actes de brimade et de sévices faits sciemment. Depuis la diffusion de ces photos, des consignes ont été passées pour réaffirmer l'interdiction des brimades dans les centres d'entraînement de la Légion. Sur les hauteurs de Marseille, un autre légionnaire nous a donné rendez-vous. Il s'appelle Roman, il est né en Slovaquie, il a 23 ans. Roman était fier de servir au 2e régiment étranger parachutiste, le prestigieux 2e REP, l'élite de la Légion. Mais au cours d'un entraînement, sa vie a basculé. Ça a tout se passait comme prévu, on a tiré quelques rafales, moi j'ai tiré quelques rafales. Et puis d'un coup, le sergent il a donné l'ordre de ne pas tirer avec des FAMAS, comme on était trop proches. On était trop proches de nous, en fait il ne faut pas tirer à distance avec des cartouches à blanc parce que c'est trop dangereux. Je n'avais même pas compris tout de suite qu'est-ce qu'il a crié parce qu'il y avait trop de bruit aussi. Et puis après cet ordre, moi j'ai tiré encore une rafale dans la vide comme ça. Dans la suite de l'exercice, Roman doit s'allonger sur le sol pour faire le mort. C'est alors que son sergent instructeur s'approche de lui. J'étais allongé sous le dos, comme ça. Et lui? Là, il est venu et il me posait son canon. J'ai senti son canon comme ça. Là, il me posait la question pourquoi j'ai tiré. Après son ordre pas tiré, moi je lui ai répondu
Je n'avais pas compris tout de suite. Et puis c'est là qu'il y a une rafale qui est partie. Une rafale tirée à bout portant dans les parties génitales. Même avec des balles à blanc, la blessure est très grave. Car le canon du FAMAS expulse une flamme, des gaz sous pression et des microparticules de métal. La distance minimale de sécurité est de 5 mètres. À bout portant, l'effet est dévastateur. Et voilà les résultats. Ça, c'est le résultat de tir d'une FAMAS avec des cartouches à blanc à bout portant. Ça fait mal, hein? Pour Roman, le calvaire commence. Une première opération, 1 mois en fauteuil roulant, des douleurs qui ne s'estompent pas. Après plusieurs mois de souffrance, les médecins décident de procéder à l'ablation du testicule gauche. Roman est toujours capable d'avoir des rapports sexuels, mais au prix de douleurs insupportables qui persistent plus de 24 heures après l'acte. À 23 ans, le jeune homme est irrémédiablement mutilé, mais la Légion, selon lui, a tenté d'étouffer l'affaire. Le commandement de la Légion, ils sont venus voir même à l'hôpital, même à l'infirmerie, en disant qu'ils ne veulent pas surtout que ça sorte dehors de la Légion, quoi. C'est là que je disais que je veux faire porter plainte. Et puis là, d'un coup, il y a tout qui changeait. Il y a tout le monde qui a tourné le dos. L'important, c'est bien dans les codes d'honneur des légionnaires. Tu n'abandonnes jamais ni tes morts, ni tes blessés, ni tes armes. Mais là, moi, je me sens bien abandonné, hein, parce que j'étais blessé pendant l'entraînement, j'étais blessé grave, et eux, ils ont bien tourné le dos, quoi. Roman s'est tourné vers l'ADEF Dromil, l'association de défense des droits des militaires, pour obtenir réparation. Car pour l'instant, la seule compensation qu'il ait eue après l'accident, c'est une promotion. Et là, toi, tu es quoi? Tu es légionnaire de caporal. Caporal. Tu es caporal, ok. Bah, j'ai eu le galon à cause de l'accident, en fait. Je fais même pas moitié de la stage. Ouais, c'est une façon indirecte de dire... voilà, tu tiens et ferme ta gueule, voilà. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, je préfère être première classe et voir mes couilles que caporal et qu'il me manque un couille. La Légion a mis près de 2 mois pour signaler les faits à la justice. Pire encore, le sergent instructeur auteur du tir a simplement écopé de 40 jours d'arrêt, mais il n'a pas été suspendu. Il existe toujours à la Légion? Il existe toujours à la Légion. Il a resté là-bas, il a continué son travail. Il a resté jusqu'à fin des stages faire l'instructeur. Comme si rien n'y était. La sanction qui lui a été infligée est complètement dérisoire par rapport aux dégâts humains qui ont été causés. Donc la question qu'il aurait fallu se poser, c'est est-ce que ce garçon a bien sa place en tant que cadre de la Légion étrangère? Et apparemment, ça n'a pas été. C'est une question qui n'a pas été posée. Ils ont essayé de cacher l'affaire au maximum, quoi. Je crains que ce soit une partie seulement de l'iceberg. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'affaires qu'on ne le pense. Et comme la Légion étrangère vit en autarcie, effectivement, il est très difficile de voir ces affaires percer. L'ADEF Dromil a mis Roman en rapport avec un avocat. Il a porté plainte contre le sergent instructeur pour violence avec arme. Un autre scandale a défrayé la chronique en mai 2008. À Djibouti, le légionnaire slovaque Josef Dvarusko, âgé de 25 ans, est mort pendant un entraînement dans le désert. Il aurait été frappé et privé d'eau pendant plusieurs heures. 3 légionnaires ont été radiés et ils attendent aujourd'hui leur procès. Hôpital Percy de Clamart, en banlieue parisienne. Devant les urgences, nous retrouvons Jacques Bessy, le vice-président de l'ADEF Dromil. Il vient d'apprendre qu'un légionnaire a été rapatrié d'Afghanistan. Il nous emmène en caméra cachée dans cet établissement militaire. Rez-de-chaussée, service de psychiatrie. L'homme qui a appelé à l'aide s'appelle Antonio. Il est brésilien. Il ne sait pas que nous le filmons. Ancien para aux brillants états de service, moniteur de sport de combat, Antonio était un soldat modèle. Tellement fier d'appartenir à la Légion qu'il s'en était fait tatouer l'emblème sur le biceps. J'ai même tatoué cette putain de nom sous le bras. Mais aujourd'hui, Antonio est tout simplement écœuré. Là, je vais le passer. Oh. Je te trahis. J'étais 2 mois en train de risquer ma vie pour la France. Après 2 mois seulement en Afghanistan, Antonio est ressorti brisé. Pendant 62 jours d'affilée,
son petit peloton de reconnaissance a été envoyé sur le terrain, y compris le jour des élections afghanes, alors que toutes les troupes étrangères étaient consignées dans leur base. Le capitaine, il a dit, même si le moitié de l'escadron crève l'Afghanistan, je n'ai rien à brûler, il faut que je rentre avec mes médailles. On reste 12 jours dehors, on surveille ce machin, on arrive au régiment, explosé, faim, fatigué. Oui, bien sûr. On ne pouvait plus, on s'est bagarré entre nous. Lui, il vient de la salle de gym. Alors, ça va, ça a été, machin. Je dis, ouais, mais cette nuit, j'ai une petite surprise pour vous encore. Il est ce soir, ils m'ont réenvoyé encore sur les montagnes pour sauver. On a des légionnaires, on est là pour ça. On a été payé pour ça, mais je sais pas des esclaves. Cadence infernale, manque de sommeil, Antonio, ce légionnaire impeccablement noté, a pété les plombs. J'étais sous pression, j'ai dit soit je rafale cette fils de pute, le capitaine avec le caporal-chef avec tout le monde ensemble, je deviens un assassin, et j'entre en tôle, soit je me fais mal à moi-même. Et après, voilà, je n'ai rien à brûler qui se va se passer. J'ai explosé 2 grenades, j'ai pris les famailles, et j'ai rafalé par terre, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et après, je voudrais me donner un coup de rafale sur la gorge, je pense que je voudrais réussir à faire ça. Maîtrisé au dernier moment par ses camarades, Antonio est ramené au camp Warehouse, le quartier général des forces internationales de Kaboul. Antonio a voulu s'excuser pour son coup de sang, mais pour le punir, l'un de ses supérieurs, un officier, l'a passé à tabac. Et il est sorti une putain de manche de pioche derrière sa table, je ne sais pas pourquoi il a gardé ça. Il est venu pour exploser mon visage. Je ne sais pas comment j'ai mis la main, c'est la réaction, j'ai mis la main. Voilà, je voudrais, profitant que je suis vivant, je voudrais essayer de recommencer ma vie. Voilà, je vais tourner la page, je vais aller bien loin, où il n'y a pas de légionnaire, où il n'y a rien du tout. Un autre légionnaire au bout du rouleau a commis lui l'irréparable. Il s'appelle Josafa Pereira et il est brésilien. En mars 2009, le 2e régiment étranger d'infanterie de la Légion débarque en Afrique, au Tchad. Josafa Pereira, le légionnaire brésilien, est envoyé à Abéché, dans l'est du pays, avec 40 autres légionnaires. Sa section est chargée de protéger des camps de réfugiés soudanais qui fuient la guerre civile au Darfour voisin. Le jeune Brésilien filme la vie quotidienne sur le camp. On est en mission au Tchad depuis le 10 mars 2009. Lui, c'est mon ami, les Russes. Ici, c'est notre douche, les toilettes. Ici, c'est notre bivouac, installation des tentes. Jérémias Pereira est le frère de Josafa. Lui aussi était légionnaire. En 2009, il était également stationné au Tchad, mais sur un autre campement. Jérémias n'aime pas tellement revoir les images filmées par son frère. Ce sont des souvenirs qu'il faisait comme d'habitude pour lui et pour montrer à la famille. Des films qu'il a filmés là, c'était au début. Donc il avait l'air heureux, content. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Dans ces dernières images, Josafa ne filme plus que des séances d'entraînement, simulacres de combat à balles réelles. Nous sommes alors fin mars 2009. Dix jours plus tard, le 7 avril 2009, Josafa Pereira pénètre dans une tente et il abat froidement un légionnaire. Puis il ressort, il se dirige vers une deuxième tente et tire à plusieurs reprises sur le sergent de sa section. Il tente ensuite de s'enfuir. À l'entrée du camp, un casque bleu togolais le met en joue. Josafa l'abat, 3 morts en quelques minutes. Le coup de folie fait la une des 20 heures. Coup de folie d'un légionnaire français au Tchad. On l'a appris il y a un peu plus d'1 heure. Il a tué 3 autres soldats, 2 Français et un Togolais, avant de reprendre la fuite. Josafa Pereira tue ensuite un paysan tchadien dans une altercation.
Jérémias, son frère, le joint au téléphone pour lui demander de se rendre. Après 2 jours de cavale dans le désert, Josafa Pereira est finalement capturé. Jérémias a pu récupérer les affaires personnelles de son frère. Parmi les vêtements, quelques films religieux. Il y a des films évangéliques qu'il regarde souvent. Il est débile parce qu'il il est chrétien, il est pratiquant, il est quelqu'un qui aime la paix, qui est très religieux, donc il prend au sérieux sa religion. Selon son frère, Josafa serait devenu le souffre-douleur de certains légionnaires à cause de ses convictions religieuses. Le jeune Brésilien était également traité de pédé à longueur de journée. Une thèse défendue par son avocat, qui compte bien plaider le harcèlement moral. Il est harcelé du matin au soir, moqué dans ce qu'il a de plus intime, avec cet acharnement de ses petits chefs, les petits caporaux de la Légion, qui n'avaient rien trouvé de plus drôle que de se moquer de ses croyances religieuses, parce que mon client était chrétien évangéliste, qui ne le cachait pas, qui ne faisait pas de prosélytisme, mais qui, plutôt que d'aller courir les filles dans les bordels au Tchad, ou de sortir pour boire de la bière, eh bien, avait sa Bible à la main et préférait la lire. Est-ce que le commandement était au courant de la fragilité de votre client? Oui. Oui. Ses officiers, oui. Il les avait alertés, il était allé leur rendre compte. Même le jour même, il était allé voir son chef de section, qui est un officier, qui est son lieutenant. L'officier lui a dit « ça va s'arranger. Merci, au revoir ». 2 heures plus tard, il tirait. L'armée dément que Josafa Pereira ait été harcelé. Pour l'état-major, le jeune Brésilien était fragile psychologiquement. Il avait déjà tenté de déserter. La mission au Tchad était une seconde chance. Aujourd'hui, Josafa Pereira attend son procès à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Cette accumulation de dérapages commence à inquiéter jusqu'au plus haut niveau de l'institution. Sur le site internet de la Légion, le général Bouquin, le patron des légionnaires, a publié une série de messages sans ambiguïté à destination de ses troupes. Il y fait part de son inquiétude majeure face à l'accumulation d'incidents graves qui fragilisent la Légion. Avant d'en appeler à la rédemption collective de ces légionnaires. Pour Alain Bouquin, ce sont les dérapages d'une minorité qui salissent l'image de la Légion tout entière. Dans toute institution militaire, on a toujours des comportements déviants. On a des comportements déviants de gens qui croient faire œuvre d'autorité en utilisant leurs gros muscles, qui pratiquent ce qu'on appelle brimade ou sévices. On peut trouver tout un tas de qualificatifs. Ce genre de comportement, clairement, est inadmissible. Il n'a jamais été toléré à la Légion étrangère. Alors vous rencontrez périodiquement des gens pour vous dire « Ah oui, mais on a toujours fait comme ça à la Légion ». C'est faux. On n'a jamais fait comme ça. Et les gens qui ont fait comme ça n'ont jamais été de vrais chefs. Quand on commande avec ses poings, on croit commander et on ne commande pas. Maintenant, de là à vous dire que le harcèlement moral n'existe pas à la Légion étrangère, ce serait un petit peu hâtif. Maintenant, ce que je peux vous dire aussi très clairement, comme pour les brimades, chaque fois qu'on a ce genre de cas qui se produit, on intervient vigoureusement pour arrêter et pour sanctionner. Le général Bouquin parviendra-t-il à réformer en profondeur une institution vieille de presque 200 ans? Ouais, on verra. Bon, allez, on arrête. Vincent Neya, le caporal burkinabé, n'a plus la patience d'attendre les changements. Après 5 années de service, il jette l'éponge. Aujourd'hui, c'est son dernier jour à la Légion. Il va passer son entretien de départ, un entretien crucial, durant lequel lui sera remis son certificat de bonne conduite, le CBC. Ce diplôme au graphisme naïf est surtout honorifique. Mais pour les légionnaires étrangers, c'est un sésame précieux lors du retour à la vie civile, car il est indispensable pour obtenir un titre de séjour en France. Vincent Neya a accepté de filmer son entretien de départ en caméra cachée. Avec l'officier qui le reçoit, les choses se passent mal. On voit qu'il y a un garçon qui part avec plein de soucis. Le général qui a refusé le certificat de bonne conduite pour des raisons que tu dois sûrement
bien t'imaginer. La Légion a appris que Vincent avait fait des faux documents pour tenter de s'acheter un appartement en cachette. Quand on parle de bonne conduite, chez nous, c'est un sens large quand même. Tout a des conséquences sur les automobilistes, même les conneries qui sont faites en dehors du service. Et ouais. Donc je présente ce qui t'appartient, c'est-à-dire un bulletin de naissance, photocopie du passeport et quelques photos d'identité, puisqu'on ne peut pas donner suite à ta demande de séjour du fait du refus du CBC. Officiellement, selon l'armée, 95% des légionnaires obtiennent leur certificat de bonne conduite. Ce jour-là, sur 15 soldats, 2 ont été recalés. À l'instant où il a franchi le portail de la Légion, Vincent Neya est devenu un étranger en situation irrégulière. Là, je vais aller prendre ma voiture et puis je vais me barrer. Comme un clochard. La Légion s'est servie de moi pendant 5 ans et m'a jeté comme une serpillière dehors. Une serpillière qu'on n'a plus besoin, dont on n'a plus besoin, ben on la jette et puis démerde-toi. J'ai quand même défendu des droits, j'ai quand même défendu des intérêts de l'armée et de l'État. Et de voir que dans ce même état où j'ai défendu des intérêts, je me retrouve en situation irrégulière, c'est aberrant et c'est pas facile à digérer. Ils ont quand même risqué leur vie. Ils sont quand même venus chez nous pour rentrer dans la Légion. Mais ils vont sortir sans papier. Et on va retrouver quoi ? Eh bien, des sans-papiers qui ont servi la France, et ça, moi déjà, rien que ça me choque. Dans son rapport, Marie-Lise Lebranchu réclame donc un titre de séjour pour tous les légionnaires, et ce, dès la signature de leur contrat. Pour l'instant, la Légion refuse absolument cette idée. Les légionnaires qui sacrifient leur vie pour la France et qui défilent chaque année sur les Champs-Élysées ne sont pas prêts d'être reconnus comme des citoyens à part entière.